Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Enfant, on écoutait des dessins animés, des films en famille. On dirait que nos parents se posaient beaucoup moins de questions sur notre temps de télévision que nous, on peut s'en poser aujourd'hui sur le temps d'écran de nos enfants. En même temps, la science aujourd'hui nous démontre les impacts qu'ont les écrans sur leur cerveau, leur niveau d'attention, le développement de leur langage. D'un autre côté, la multitude des plateformes amène nos enfants à vouloir écouter les écrans. Et on va se le dire, ça peut nous offrir une pause bien méritée comme parents. Mais où traçons-nous la ligne? Est-ce que les écrans, c'est mauvais à tout prix? Est-ce qu'on doit les empêcher? Est-ce que c'est possible de les interdire? Est-ce qu'on peut leur en laisser d'en consommer un peu? On en discute avec Sarah Hamel, psychoéducatrice. Elle est autrice de 5 livres aux éditions Saint-Jean, conférencière, et son approche, c'est d'aller voir la cause qui se cache derrière le comportement. Elle est très drôle. Elle vulgarise le contenu scientifique à merveille. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Également, Julie Parent, qui est orthophoniste. Elle offre de l'accompagnement parental, des formations, du coaching. Elle est autrice également. Et elle propose d'interagir avec nos enfants afin de les faire fleurir. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. On vous propose une minute santé où une infirmière clinicienne viendra nous dire ce que la science nous parle par rapport aux écrans et les cerveaux de nos enfants. Alors, paradoxalement, je vous invite à vos écrans afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Hey, allô, Maggie. Salut. Aujourd'hui, on parle des écrans. J'allais dire sujet controversé, je pense, hein? Surtout ces temps-ci, avec tous les changements. Ça dépend. Oui. J'imagine que vous devez le sentir sur vos réseaux que c'est controversé. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on regarde qu'est-ce que la science nous dit, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vrai, puis comment peut-être chaque parent qui nous écoute pourra trouver son positionnement dans tout ça. Parce que de dire du jour au lendemain, on les bannit à 100%, je pense que c'est irréaliste et probablement pas souhaitable non plus. Mais il faut savoir les impacts que ça peut avoir. Fait que je voudrais savoir, dans vos bureaux, comme orthophoniste, comme psychoéducatrice, comment ça se présente les écrans dans les familles en ce moment là, de ceux qui ont des enfants de 6-9 ans? Mais moi, ce que je constate, c'est que en ce moment, quand on se demande mais pourquoi les écrans ont autant de place dans les familles, ben c'est vraiment une question qui est super large en fait. C'est multifactoriel et c'est macrosystémique. Oh boy! C'est pas... Explique-nous ça. C'est que c'est pas de la faute des parents, mettons. C'est pas de la faute des enfants comme tels. Il faut vraiment regarder cette question-là dans tous ces systèmes. On vit dans une société qui a un rythme effréné. Les parents sont épuisés. Ah oui. Ils vivent bien souvent leur parentalité dans la performance. Puis ça, c'est sans compter tous les autres aspects de leur vie qui vivent dans la performance. Ce qui fait que on a un rythme de vie qui est effréné là, en Amérique du Nord. Puis ça fait en sorte que puis je vais ajouter aussi un autre facteur qui est super important, qui est le fait qu'on vit notre parentalité de manière plus isolée que jamais. OK? Maintenant, si on regarde ce que la nature a prévu pour nous autres, là, pour notre espèce, on est supposé vivre en petite communauté, en clan. Puis là, ce qu'on voit quand c'est ça qui arrive, parce qu'il y a encore des sociétés sur notre planète qui vivent comme ça, là. Puis ce qu'on voit quand c'est ça qui se passe, c'est que les parents, ils vont partager les tâches avec les autres parents. Si dans la communauté, quand c'est le temps de manger, là, il n'y a pas 15 recettes, il y a 15 familles différentes. Non. Il va y avoir une recette, puis tout le monde va mettre la main à la pâte, puis tout le monde va partager ce moment-là. Pendant ce temps-là, pendant que les adultes travaillent, font leurs tâches, puis qu'ils sont dans la connexion, qu'ils sont pas tout seuls, les enfants, eux, ils jouent en périphérie, ils s'amusent, ils s'entertainent entre eux. Faut comprendre que les enfants, là, ils carburent à l'interaction. Puis ça, Julien pourrait vous en parler longtemps, là, de ce besoin-là d'interagir pour développer un paquet d'affaires. Mais c'est la base, hein. Puis même nous autres, je dis les enfants, mais les adultes aussi, on carbure à cette connexion-là. Et maintenant, c'est plus ça qui se passe. Nos enfants ont pu
ce village-là vers qui se tourner. Donc, quand on regarde, par exemple, le fameux 5 à 7, là, oui. Le retour à l'école. Oui, le retour de l'école ou de la garderie, la préparation des repas, cette routine-là. Bien, souvent, nous autres, les parents, on est dans notre objectif de faut faire les affaires de manière efficace parce qu'on veut pas que nos enfants se couchent à des heures pas possibles. Fait que là, on est dans notre productivité, on est orienté vers un but et ça fait en sorte, bien souvent, qu'on est moins connecté à notre enfant, on est moins dans le moment présent, on est moins dans l'interaction, on est vraiment plus sur notre to-do list que sur notre enfant. Mais notre enfant carbure à l'interaction, à la connexion. Il nous a pas vu de la journée, il a besoin, là. Fait que, il y a comme une espèce de vide relationnel, un vide de connexion qui se passe chez notre enfant. Il n'y a pas nécessairement son village, parce que là, nous, on veut pas qu'il aille nécessairement partir au bout de la rue, parce que là, on soupe dans 15 minutes. Fait que là, on veut pas qu'il parte trop loin. Mais on dirait qu'on le sent moins l'été. C'est vrai que des fois, ils vont aller jouer dans la rue, mettons pas trop loin, mais avec des amis. C'est plus facile. C'est plus facile. Ils vont dire, hey, je vais aller faire du vélo. Ils n'en demandent pas la télé. C'est ça. Il y a plus de gens dehors aussi. Fait que c'est plus accessible s'il y a des voisins qui sont dehors de dire, ah, ben, vous pouvez jouer ensemble 15 minutes. Puis je vais te dire quand ça va être prêt. Fait que quand nos enfants sont face à ce vide, en anglais, on va dire un void, là, comme un creux, là. Il y a quelque chose à remplir. Mais souvent, la télé, ça va être comme l'option facile pour combler ce vide-là. Puis là, tu sais, quand je dis que c'est macro-systémique, j'insiste. Parce que je veux pas que les parents entendent ça et disent, oh mon Dieu, fait que c'est de ma faute. C'est parce que je suis pas assez dans l'interaction avec mon enfant. C'est parce que je remplis pas ce vide-là. Je suis un vide relationnel. Puis là, il faut combiner ça avec quelque chose d'autre. C'est pas de notre faute. Si on s'est retrouvé dans une société qui nous pousse à se retrouver devant ces enjeux-là. Mais c'est important, par contre, d'en prendre conscience pour voir comment qu'on peut faire pour pallier ce problème-là. Puis c'est parce que nous aussi, on en est victime, entre guillemets, au sens où notre système nerveux, il est sous pression plus que jamais. On veut faire plus de choses, mais on a moins de temps. Puis on a constamment ce sentiment-là. On est dans le multitâche technologique, on a des notifications, des messages, on voit tout ça passer. Fait que c'est difficile après, quand la journée est finie, qu'on a l'impression d'avoir couru après notre queue, de pas avoir fait ce qu'on voulait faire, d'être disponible. C'est sûr. D'être dans le moment présent. Puis là, faut que j'écrive à telle personne. Puis là, attends un petit peu. Fait que là, c'est comme si c'était surchargeant pour nous aussi. Fait que ça ajoute une couche de complexité puis de pression aux systèmes familiaux. Puis tu sais, ce qu'on voit aussi sur le plan, tu sais, quand tu disais en clinique, ce qu'on voit, ben c'est beaucoup des enfants qui tolèrent difficilement l'ennui, qui savent qui ont moins leur pulsion de jouer, là, qui savent comme moins comment jouer. Puis j'ai de la misère à dire savoir jouer parce que, tu sais, il n'y a pas de procédure. Puis les enfants le savent intuitivement, mais qui vont avoir plus de difficultés, justement, à s'amuser tout seul. Après ça, il y a tous les impacts sur l'attention, concentration, l'impulsivité. Ça, on le voit beaucoup. Puis, tu sais, sur le plan langagier, ben on le voit depuis des années, puis c'est super bien documenté. Les enfants qui sont beaucoup exposés aux écrans, puis de façon précoce, vont avoir des habiletés langagières qui sont plus faibles, en général. Puis ça, ben, ça va se répercuter sur les apprentissages scolaires aussi. Parce qu'il y a toute la question de l'exposition aux écrans, mais il y a toute la question de s'ils sont en train de faire des écrans, il y a plein d'autres choses qui sont pas en train de faire. C'est ça, ils n'interagissent pas, il y a l'interaction, le plaisir de lire, le jeu libre. C'est toutes des choses qui sont essentielles au bon développement, puis desquelles nos enfants sont privés si le temps est rempli. Toujours par les écrans. Puis, tu sais, quand on est en milieu scolaire, ben là, il y a les devoirs, il y a le fait d'écouter le prof, d'être assis longtemps. Fait que pendant ce temps-là, si on rajoute des écrans en plus, c'est quand que les enfants vont jouer. Les habiletés sociales, c'est à travers le jeu que ça se développe le mieux. Quand les enfants jouent entre eux, surtout en multi-âge, c'est encore c'est magique le multi-âge, c'est le berceau de la démocratie. Les enfants, ils vont eux-mêmes essayer de trouver ils vont proposer des suggestions, ils vont décider ensemble. C'est ça, ils vont déterminer comment ça va se passer. Je dirais que j'ai vu ça au quotidien avec mes 3 multi-âges. Moi, c'est le berceau de la confrontation. Mais c'est extrêmement riche, justement. Puis c'est là que les enfants dans le jeu libre vont le mieux développer leur autocontrôle, le contrôle inhibiteur, là, ce qu'on a donc hâte que nos tout petits développent, là. Puis même nos plus grands, en fait, parce que ça atteint sa pleine maturité autour de 25 ans, cette affaire-là. Là. Fait que, ça en reste encore un petit peu. Mais tu sais, il y a tellement d'habiletés qu'on a hâte de voir émerger chez nos enfants. Puis c'est pas en regardant une émission où on leur dit « Répète après moi ».
veux-tu jouer avec moi? Tu sais, il y en a des émissions qui se veulent éducatives, puis on a l'impression que ça enseigne des bonnes habiletés, mais c'est pas la manière optimale de développer ces affaires-là. En fait, c'est ça, je vais insister sur un point vraiment important. La plupart des habiletés qu'on souhaite voir émerger chez nos enfants, ce sont des choses qui se développent et qui ne s'apprennent pas. Donc, ça se développe de l'intérieur, de l'inside out. Quand, justement, on plug notre enfant sur un écran, une émission qui se veut éducative, là, on est en train de remplir notre enfant de l'outside in, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pas ce que la nature a prévu pour nos enfants. On entrave le processus naturel. Le développement, c'est un continuum. Puis, il faut un peu faire... laisser les enfants jouer. C'est par le jeu. Tu sais, vraiment, la nature, elle a bien prévu les choses. Donnons les conditions favorables à nos enfants, justement, pour que cette émergence puisse se faire. Puis ça va bien aller, mais les écrans, ça vient entraver, justement, ce processus naturel. J'entends ça. Il faut se rappeler aussi que c'est normal que les enfants, mettons, trouvent ça plate si on les entertain pas. Puis c'est normal qu'ils chignent, puis qu'ils chiolent. Puis, tu sais, c'est comme si nous, on avait de la difficulté à tolérer ça comme parents aussi. Parce que tu le dis, souvent, notre réservoir, il est déjà plein. Sensoriellement, on est complet. On va se dire, entendre, lirer, chigner. Là, on est comme, prends ta tablette. Des fois, ça va plus vite. Oui, puis c'est normal aussi qu'on n'ait pas de fun nécessairement à jouer au jeu de nos 6-9 ans. Là. C'est sûr. Ça se peut que j'ai pas les mêmes intérêts que mon enfant de 17 ans. C'est normal. J'ai pas 7 ans. C'est tout à fait normal que j'ai pas le même fun que lui. Puis, encore une fois, je le redis, c'est pas ce que la nature a prévu. La nature a pas prévu que ce soit à nous d'entertainer nos enfants. Ils sont supposés avoir accès à une communauté d'enfants avec qui jouer puis se divertir. Puis s'ils ont pas ça, ben ils vont se tourner, vu qu'ils carburent à l'interaction, ils vont se tourner vers la personne qui est disponible. Puis ça se peut que la personne qui soit disponible, elle ait les deux mains dans le poulet cru, là. Puis elle peut pas jouer parce que c'est pas possible, c'est pas physiquement possible à ce moment-là. C'est quand je parlais de ce cru-là. de manger vraiment beaucoup de poulet. Parce que c'est toujours l'exemple que je donne, le poulet cru. En fait, chez vous avec ton vieux poulet cru. La raison pour laquelle je donne l'exemple du poulet cru, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais invite-le à préparer le souper avec toi. Puis, des fois, c'est pas possible, justement, parce que c'est quelque chose que tu veux pas que ton... Ben là, les 6-9 ans, ils ont plus, justement, d'autocontrôle, sont plus capables de pas se mettre les mains dans la bouche, là. Mais un plus petit, qui a zéro encore autocontrôle, va pas se souvenir de ta consigne de mettre pas les mains dans la bouche si t'as touché à du poulet cru. Bien évidemment, fait que c'est super dangereux avec des plus petits, là. C'est pour ça que je donne cet exemple-là, tout le temps. Mais là, ça me rappelle. Les gens vont s'en rappeler. Oui, c'est sûr. Même dans des saisons préalables de balado. Mais là, je vous entends. Je suis tout à fait à l'écoute de ce que vous me dites, mais j'entends aussi des parents qui vont écouter l'épisode et qui vont dire, oui, mais enfants des années 80 et 90, on écoutait quand même souvent beaucoup de télé. Je veux dire, à l'époque, il y avait Feu, Canal Famille qu'on pouvait écouter, peut-être pas du matin au soir, mais vraiment par période. Avec nos parents, on écoutait des films, tout ça. Quelle est la différence entre, si je peux dire, des écrans externes versus une tablette, un téléphone? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'on devrait, pour nos 6-9, restreindre un plus que l'autre? Oui, bien, il y a énormément de différences, en fait. Puis, tu sais, on dit ça, nous, on n'est pas mort de ça. Effectivement qu'on n'est pas mort de ça, mais ça se peut quand même que ça ait une incidence. Veux-tu dire qu'on a peut-être eu des petits retards? On n'est pas mort, mais... ouais, c'est ça. Cette question-là, parce que, tu sais, il y en a eu des études sur la télé, là. Puis oui, ça avait une incidence potentielle sur le développement de l'attention, de la concentration, de tout ce qu'on est en train de dire. La grosse différence, c'est que c'était circonscrit dans l'espace puis dans le temps. On passait pas la journée devant une télé. Puis il n'y avait pas constamment une télé pour nous rappeler qu'on pouvait faire du temps d'écran versus avec les devices, les téléphones, les tablettes. Oui, portables puis portatifs puis qu'on a toujours sur nous. Fait que ça explose le temps d'écran. Puis ça change notre rapport aussi à l'écran. Parce que on n'est plus dans le divertissement, dans le rituel, dans le, justement, on va écouter, on donne tout le temps l'exemple de La Petite Vie, des légendes de communion sociale qui se passent autour, parce que ça, c'est beau, puis c'est le fun. Mais là, on n'est plus là-dedans, là. On est dans mon attention, mon cerveau veut toujours aller là. Et constamment distrait, parce que la composante addictive, elle est énorme.
Puis, fait qu'il y a tout ce rapport-là qu'on devient plus dépendant nécessairement. Puis ça, c'est neurophysiologique. Là. Okay. Puis nous, on l'est en tant qu'adultes. Nos enfants vont être encore plus vulnérables étant donné que leur cerveau n'est pas encore développé. Puis il y a toute la nature du contenu aussi. Ah oui. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'écoutais Inimini-Majimo, Robin et Stella, Passe-Partout. C'était des personnages, c'était des histoires. Mais même les vieux, les intrépides, tu sais, le watatata, toutes ces affaires, le rythme était différent quand on parle du contenu. Des scénarios sociaux. Exactement. Aussi, des situations de la vie de tous les jours qu'on peut retrouver puis qu'on peut transposer à notre réalité. C'était pas des tonnes de bombardements de stimulation, des vidéos courtes aussi qui nous... mais c'est ça. Puis qui s'additionnent, puis qui viennent capter notre attention, qui viennent compétitionner pour ce qu'on est en train de regarder. On peut même parler des jeux vidéo. Oui. Les jeux vidéo. Au niveau du contenu, tu sais, nous autres, si on dit, ben moi, je jouais je faisais des marathons de journée entière à Mario Bros. Mais Mario Bros versus les jeux vidéo d'aujourd'hui qui sont hyper surchargeants, juste au niveau visuel. Puis c'est que maintenant, la plupart des jeux vidéo vont avoir des mécanismes de rétention du joueur, des mécanismes qui s'apparentent beaucoup aux mécanismes qu'on va retrouver dans les jeux de hasard. Oui, c'est ce qu'on disait, qu'ils sont exposés au gambling très jeune, mais sans qu'il y ait un rapport avec l'argent. Mais ça va être quoi, une récompense instantanée qui donne envie d'en gagner plus? Oui, il y a plusieurs mécanismes qui vont être mis en place. Puis c'est surtout chez les jeux qui sont gratuits qu'on va voir ça, dans le fond. Fait que on paye pas pour le jeu, on a l'impression qu'on paye le fun. Sauf qu'après ça, c'est soit qu'il va falloir payer pour débourser, tu sais, pour avoir des skins qu'on appelle des apparences de personnages différents, ou pour des tableaux supplémentaires. Exactement, ou des skills, là, des habiletés, des armes, là, des choses comme ça. Te permettre d'aller plus loin. Oui, voilà. Mais ce qu'on va voir pour amener le joueur, dans le fond, ce que ces jeux-là veulent créer, c'est une habitude de jeu. Puis c'est là que ça s'apparente vraiment à de la dépendance. Fait qu'ils vont récompenser le joueur s'il se connecte, mettons, à tous les jours pendant 7 jours. Donc, au bout du 7 jours, ils vont obtenir une récompense. Mais si ils brisent leur strike, là, qu'ils appellent, donc cette série-là, mais là, ils vont avoir une punition. Ils vont perdre ce qu'ils avaient, mettons, ce qu'ils avaient gagné, ou c'est ça, ils perdent l'occasion de gagner. Fait que là, les gens... c'est beaucoup, hein? Ben oui, les jeunes, ils veulent avoir la récompense. Ben c'est sûr, on l'a vu tout. Oui, puis c'est ça, ils vont se connecter le matin, ben là, il va y avoir une petite roulette qui vont leur donner un cadeau. Fait que là, ils ont l'impression vraiment d'avoir un gain en se connectant tous les jours. Puis des fois, il va y avoir des notifications. « Hey, ça fait quelque temps que tu t'es pas connecté. » Fait que même si l'enfant n'a pas envie de se connecter, on va lui rappeler « Hey, viens te connecter, là, je vais te donner un cadeau si tu te connectes. Donc là, on n'est plus dans une motivation intrinsèque. L'enfant le fait pas parce que ça y tente, il le fait pour obtenir quelque chose en échange. Puis, c'est là qu'il risque d'apparaître cette dépendance-là. C'est pas tous les jeux qui sont comme ça. Comme je dis, les jeux, tu sais, mettons, si on passe aux jeux comme Zelda, puis les Mario Bros, qui ont une trame, là, narrative, puis... J'ai retrouvé mon vieux Super Nintendo qu'on a apporté au chalet, puis des fois, les enfants, en revenant du ski l'hiver, par exemple, vont jouer, là, ils adorent ça, puis des fois, même, on va jouer avec eux, fait que ça devient un beau moment aussi, parce que là, c'est comme, vous êtes vraiment bon. Je suis comme, on a joué un petit peu. Et j'avoue que Mario, il viendra pas nous envoyer des notifications pour qu'on joue le lendemain. Là. Non, exactement. Mais je trouve que ça m'amène peut-être une suggestion, une astuce aux parents de s'asseoir avec notre jeune. Tu sais, des fois, on va regarder, maman, je peux-tu télécharger telle chose? Ouais, ça a l'air correct, mais peut-être de faire quelques parties avec eux pour voir s'il y a ce type de contenu-là. Parce que 6-9, on pourrait être surpris à quel point il y en a quand même. Ça, c'est la stratégie numéro 1. C'est ça. Puis autant pour la télé, là, puis les émissions. Oui, pour protéger justement le contenu puis les enfants, puis de savoir est-ce que c'est adapté à leur niveau, à leur stade développemental, à leur stade socio-émotionnel. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que ça va trop vite? Et peu importe l'âge de l'enfant, si on co-visionne ou si on co-joue avec notre enfant, ben là, c'est comme un contrôle parental qui se fait nécessairement. Puis tu sais, c'est la stratégie aussi universelle qu'on donne pour les écrans. Tu sais, quand je dis qu'il y en avait juste une télé dans le salon pour toute ou la dans famille. le sous-sol, de sortir les écrans de la chambre à coucher, puis de les laisser dans les aires communes
pour que, puis ça, c'est super bien documenté aussi, les enfants, ils savent qu'ils sont dans une aire commune. Donc, ils ont moins tendance à tomber dans des contenus qui sont défavorables, inappropriés. Ils ont moins tendance à être longtemps sur des vidéos, justement, qui, tu sais, ça leur donne comme un genre de jugement supplémentaire parce qu'ils savent que leurs parents sont là. Tu sais, l'idée, c'est pas de les surveiller constamment, mais c'est de garder le contenu dans des aires communes. Ça, c'est comme une règle de base parce que pour l'instant, de demander aux industries, aux réseaux sociaux, aux industries du numérique, de réglementer, ça se fera pas demain matin. Non, clairement. Fait que c'est une façon, nous, d'avoir une règle qui est plus solide, qui permet de cohabiter avec les écrans, puis d'avoir un certain contrôle. Nous, comme parents, c'est de se placer en position de curiosité. Tu sais, quand on disait de mettre l'écran dans une pièce commune, bien justement, c'est pour que si mon enfant est exposé à du contenu qui est pas approprié ou qui est contre mes valeurs, tu sais, je pense à tout que c'est hyper misogyne de l'avant ou par rapport à du contenu très grossophobe. Ben, si je me rends compte que mon enfant est exposé à ça, puis que je dis, hey, no, tu vas être exposé à ça, je te confie son téléphone, hey, là, je m'éloigne de mon objectif. Là. Puis lui va peut-être avoir encore plus envie d'en consommer parce que exactement. C'est le fun. Je ferme la discussion au lieu de l'ouvrir. Moi, je veux ouvrir la discussion. Pour ça, je dois me placer en position de curiosité, puis je dois. Mon objectif, justement, c'est pas de faire en sorte de le convaincre de plus consommer ça, mais c'est de semer la graine du doute par rapport à ça, à quoi il est exposé. J'aimerais ça, faire juste une petite pause. On va aller à la Minute Santé pour voir au niveau de notre cerveau, du cerveau de nos enfants, qu'est-ce qui est à surveiller. Allons-y. Les directives canadiennes en matière de mouvement recommandent une utilisation maximum de 2 heures d'écran par jour. La Société canadienne de pédiatrie n'impose pas, quant à elle, de limite, mais elle favorise une saine utilisation des écrans. Chez nos 6-9 ans, il n'est pas recommandé d'interdire les jeux vidéo. Il est préférable d'aider l'enfant à l'autocontrôle, à prendre ses limites et à bien gérer son temps d'écran. L'utilisation des écrans comporte des risques. Il favorise la sédentarité, donc l'apparition d'obésité. La lumière bleue des écrans nuit à la production de mélatonine. Il faut donc cesser l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant le dodo. Il expose l'enfant à l'univers des jeux de hasard. Il peut aussi développer une perte d'intérêt pour les autres activités ainsi que les interactions sociales et familiales. On peut observer une augmentation du temps d'écran, une apparition d'anxiété plus élevée, des comportements comme l'irritabilité ou l'excès de colère. Voici quelques astuces de prévention. Fixer des limites de temps et de contenu. Privilégier les jeux éducatifs qui favorisent le développement comme les jeux logiques ou des casse-têtes. Discutez et intéressez-vous aux jeux de votre enfant. Il sera plus facile de le sensibiliser aux risques. Avant la Minute Santé, on parlait aussi de la coécoute, l'importance de l'implication des parents dans les écrans, ce qu'on donne à nos enfants. Puis tu avais un exemple, Sarah? Oui, bien en fait, tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment notre facteur de protection numéro 1. Si on choisit d'exposer nos enfants aux écrans, ben de le faire en co-écoute, c'est comme ça qu'on va optimiser le temps d'écran. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écouter une série avec ma fille, puis là, je m'en vais me faire un thé, puis quand je reviens, ma fille elle a les yeux pleins d'eau. Puis là, ben, est-ce que c'est triste? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, je vois justement, là, la maison du personnage était détruite. Puis là, ce que j'ai choisi de faire, c'est j'ai reculé. Je voulais qu'on vive ensemble. Je voulais voir qu'est-ce qui l'avait remué. Puis je voulais pouvoir justement utiliser ça pour faire de la validation émotionnelle indirecte, pour pouvoir mettre des mots sur ce que la petite lapine était en train de vivre. Fait que là, j'ai pu constater c'est quoi qui se passait. Puis là, j'ai vraiment pu aller en profondeur. Ah là, elle a honte parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle regrette. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle se sent coupable. Puis là, ma fille qui pleurait parce que là, enfin, j'allais mettre des mots. Puis là, j'ouvrais les vases. Fait que pour ma cocotte, ça lui a permis de vraiment bien comprendre ce qui se passait. Parce que là, elle avait juste... elle était exposée à un cocktail d'émotions qu'elle comprenait pas nécessairement. Et puis, elle était tout seule là-dedans. Puis ce que j'adore comme phrase qui nous vient du docteur Gabor Maté, c'est qu'une émotion, en soi, c'est pas dangereux. D'être tout seul dans une émotion qu'on ne comprend pas, c'est ça qui risque d'amener de la détresse. Fait qu'en reculant l'émission, en mettant des mots, je suis allée rejoindre mon enfant dans son émotion, je suis allée mettre des mots pour qu'elle comprenne. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été en détresse par rapport à ça à quoi elle avait été exposée.
Nos enfants sont pas supposés aller chercher leur sécurité émotionnelle puis leur refuge à travers leurs amis. Ils sont supposés de revenir à nous pour le faire. Puis c'est pas ce qu'on sent en ce moment, en tout cas. Non, puis on pas parle dans notre de société. rituel. Non, c'est ça. Puis ça, c'en est un, justement, le film du vendredi, puis la série qu'on écoute ensemble, puis qu'on a hâte de revisiter, ou même des fois des balados, des histoires audio qu'on écoute en voiture ou les livres. Puis tu sais, on a parlé un petit peu des livres, du plaisir de lire. Puis moi, un conseil que je donne toujours, c'est de lire à nos enfants jusqu'à l'adolescence. Ah, oui. Parce que souvent, on a l'impression que parce qu'ils sont en âge de lire, ben ils sont capables. Ben oui. Et ils vont le faire tout seuls. Oui. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi on leur lirait pas encore? Pourquoi on n'aurait pas... Tu sais, puis souvent, c'est un moment qui manque aux parents puis aux enfants aussi. Quand on interroge les enfants dans les études, là, ils adorent ce moment-là de lecture partagée. Là, je m'assois avec mon parent puis je fais juste écouter sa voix me raconter des choses puis on parle de ce qu'il y a dans le livre. Puis pour faire une page, des fois, on faisait ça aussi. Oui. Parce que, veux pas, du temps de lecture, ça s'additionne au devoir. Puis à un moment donné, on manque de temps. Mais on pourrait l'intégrer. Dans un rituel qui est le fun. Puis on voit qu'il y a des mots plus difficiles aussi. C'est un beau prétexte pour les expliquer. Exactement. Puis c'est là qu'on peut approfondir aussi certains éléments langagiers, puis les connaissances, puis la construction du monde que les enfants vont se faire, tu sais, leur compréhension du monde. Tu sais, même nous, tu sais, je pense à notre utilisation à nous. Je veux dire, moi, j'adore lire vraiment beaucoup. Mais, je veux dire, le soir, quand je suis fatiguée, j'ai le goût de prendre mon téléphone. Là. C'est sûr. J'ai bien plus le goût d'aller chercher cette gratification immédiate-là, alors que je le sais que ça me ferait plus du bien de lire. Puis à chaque fois que je lis, ça me fait oui, parce que ça demande un effort. Exact. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on se place, puis qu'on place nos enfants. Dans la loi du moindre effort. Tu sais, l'humain est aussi paresseux. C'est ça. Puis jusqu'à quel point nous-mêmes mettre les écrans de côté pourrait nous aider à redescendre cette surcharge-là. Parce que si c'est pas bon pour le cerveau de nos enfants, je comprends que le nôtre a fini d'être développé, mais ça doit quand même l'embourber, l'encrasser. Ça a quand même une incidence sur le nôtre aussi, là. Oui. Puis, tu sais, ça part de nous, en fait. Puis c'est ça qui est difficile dans ce constat-là. Puis c'est ça qui est confrontant. Puis parce que même nous, ça interfère avec nos relations, ça interfère avec notre productivité, avec notre concentration. Puis le modèle qu'on donne à nos enfants, on le sait, les enfants apprennent par mimétisme. Puis ça, c'est neurologique. Dans leur cerveau, ils ont des neurones miroirs qui font qu'ils vont reproduire ce qu'on fait, puis qu'on reproduit ce que nos parents ont fait, même si on voulait pas reproduire ces affaires-là. On va refaire ce qu'on voit. Fait que si les enfants ils nous voient toujours sur notre cellulaire, bien, en plus de tout l'interférence que ça fait, qu'on est moins connecté, qu'on est moins sensible à nos enfants, qu'on manque des bouts puis qu'ils veulent notre attention, en plus de ça, ce que ça fait, c'est que eux, c'est ça qui encode, qui enregistre. Puis que cet objet-là, qui est donc bien précieux, avec lequel mon parent est en relation constamment, ben ils vont le refaire. Puis ça, c'est documenté que les enfants vont avoir un modèle d'utilisation des technologies numériques similaire à leurs parents, en termes de temps. Tu sais, dans le fond, là, des fois, ce qu'on a envie de faire, ça correspond pas nécessairement à ce que notre système nerveux aurait besoin qu'on fasse. Puis ça, c'est important. Qu'on soit capable de faire des petits check-ups de comment je me sens dans mon corps. Là, ça se peut là, que ce que j'ai besoin, c'est de bouger mon corps, d'être en connexion avec des personnes que j'aime, que j'aille faire un tour là, dans la nature, tu sais, de faire quelque chose qui va faire réellement du bien. Puis malheureusement, la réponse honnête, c'est que jamais notre système nerveux a besoin qu'on s'écrase puis qu'on scroll. Même si, comme Julie vient de le dire, là, on va le faire, même si on est au courant de tout ça, parce que des fois, on est vraiment épuisé de notre journée. Puis le contexte fait ça. Ça nous fait du bien. Ben oui, ça nous fait du bien. Ça nous chauffe de la dopamine. On aime ça. Notre cerveau triple là-dessus. Puis il y a une notion de divertissement aussi, des fois, quand même. Il y en a plusieurs qui disent les écrans, ça fait du bien, ça nous relaxe avant d'aller dormir. Est-ce que c'est la dopamine qui envoie à notre cerveau qui nous donne une impression de se détendre, mais dans le fond, ça nous stimule? Est-ce qu'on devrait conserver ça, les écrans avant le dodo? Ben, c'est un piège. C'est un piège! C'est ça. C'est une fausse impression de détente. Parce que, tu sais, moi, j'aime comparer ça à... dans le fond, c'est comme si on mettait sur pause le système nerveux à ce moment-là. Tu sais, mettons, là, j'entends des fois des parents qui vont justement mettre l'enfant devant la télé au retour de la garderie ou de l'école parce qu'ils disent que ça le décompresse, ça l'aide là, à se décharger de sa grosse journée, mais c'est pas le cas. Ça met sur pause. Sur le coup, il est comme obnubilé par ce qui se passe. Là, fait qu'on a l'impression qu'il est tranquille, on a l'impression qu'il est relax, mais
En fait, non, c'est Ça va une sortir plus stimulation. tard. C'est ça. Exact. On pèle par en avant. Ouais. Ça met tout sur pause. Ouais. Tu sais, OK. tout au plan cognitif, sur le plan langagier, Ouais. sur le plan socio-affectif. Fait qu'on est en train encore de remplir. Fait que s'il est déjà rempli de sa journée, mais là, on en rajoute. Fait que non seulement ça met sur pause son développement, Oui. mais ça ajoute une source de stimulation. Fait que Ouais. c'est sûr que le soir, avant le dodo, c'est pas une bonne idée. Le matin, c'est pas un bon moment non plus. Parce que là, on arrive avec un citron qui est plein de jus là, de dopamine. Là. Puis là, si on scroll pendant 1 heure, là, ben là, tu fais un hard squeeze. Là. Tu le vides. Puis tu sais, moi, j'ai remarqué aussi les nuits que je dors moins bien, où j'ai plus le goût d'y aller. Puis tu sais, c'est tout ça aussi qu'on veut éveiller chez les parents, cette conscience-là. Cette introspection-là. Parce qu'on n'est pas là pour mettre des règles, pour donner des modes d'emploi, mais si on développe cette conscience-là chez nous, ben ça nous aide un peu quotidiennement à nous s'autoréguler, Ben oui. à être attentifs à nos comportements, puis à aider nos enfants à développer cette autorégulation-là, puis à leur en parler, puis à s'utiliser aussi en exemple. Puis ça, c'est des scripts qu'on donne aussi dans le livre, à dire, ben moi, quand je me lève puis que je vais sur mon cellulaire, après ça, on dirait que j'ai pas d'énergie. On dirait que je suis démotivée. Puis toute la journée, j'ai le goût d'y aller, mais c'est pas ça qui me fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est quand je vais dehors, que je prends l'air, que je vois la lumière, que j'intègre du mouvement, que je vais marcher, que je suis en relation. Puis, en terminant, j'aimerais juste qu'on aborde, parce qu'il y a peut-être des parents qui vont se dire, oh là là, depuis que mon enfant est jeune, il y a la tablette, il y a la télé, Ouais. je ne le savais pas. Puis on l'a dit, le but, ce n'est pas de se taper sur la tête, mais qui veut faire un changement et à la limite qui est inquiet. Est-ce qu'il y a des comportements, parce que là, on a vu que ça avait beaucoup d'impact sur le cerveau. Est-ce qu'il y aurait quand même certains comportements à surveiller où on peut se dire, oh là, il y en a peut-être trop, c'est maintenant le temps de consulter. Je sais qu'on peut toujours consulter. Il n'est jamais trop tard. Mais reste qu'il doit y avoir quand même certains comportements. Bien, je dirais quand les écrans deviennent plus importants que l'adulte, c'est là qu'on doit absolument intervenir. Là. Comment ça pourrait se représenter? Est-ce que notre enfant, mettons, ferait des efforts démesurés pour avoir accès à... Que même si je lui propose de jouer avec lui, il va préférer écouter la télé. Que s'il se fait mal, s'il a de la peine, il veut regarder des vidéos au lieu de venir vivre son émotion au sein de notre relation. T'sais, si on voit vraiment... Ce qu'on souhaite, je reviens encore à ça, ce que la nature a prévu pour notre espèce, c'est que les enfants se tournent vers les grandes personnes significatives pour pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre, puis pouvoir être en interaction, puis pouvoir être guidés par ces personnes-là. Ils doivent se tourner vers nous, les grandes personnes, pour pouvoir poursuivre leur maturation. Si on a l'impression qu'ils se tournent davantage vers les écrans, vers les jeux. Lumière rouge. Lumière rouge. Puis ça, c'est un piège aussi dans lequel on peut tomber quand notre enfant a des difficultés ou des diagnostics parce que c'est encore plus exigeant C'est sûr. pour les parents. Puis là, pendant qu'ils font ça, ils sont bien, ils sont calmes, ils ont l'air Reposés, concentrés. Alors que ces enfants-là sont encore plus à risque que ça a un impact sur leur développement. Fait que c'est pour ça que c'est une question qui est sensible, qui est difficile, qui est compliquée, puis qui demande, puis c'est ça qu'on essaie de faire dans le livre, de donner le plus d'informations qui soient pertinentes, aidantes aux parents pour développer cette conscience-là, puis utiliser les meilleures stratégies possibles en fonction des situations de chacun, finalement. Parce qu'on l'a vu, même si on a 35 minutes, c'est dur à circonscrire dans un seul épisode. Oui. Mais du moins, ce que je retiens, c'est vraiment tout ce que ça nous apporte comme surcharge, les écrans, autant pour les plus petits que même nous, les parents. Puis je pense que l'idée aujourd'hui, c'est simplement de se dire, on prend un temps d'arrêt, justement. On va revalider nous-mêmes à l'intérieur de notre propre relation avec les écrans. Qu'est-ce qui s'est installé dans notre famille? Puis on dit pas que c'est mauvais à 100% de bannir tout le temps, mais comment on peut peut-être recadrer pour favoriser de meilleures connexions, puis en profiter pour vivre de beaux moments en famille autour d'un film, pourquoi pas. Puis se rappeler aussi que le cerveau est très plastique, OK, et très malléable chez l'enfant. Fait que même si on considère qu'on a fait des erreurs ou qu'on n'avait pas les bonnes habitudes, les habitudes, ça change. C'est pas Puis perdu. le cerveau aussi va se réajuster, va se réadapter. Tu sais, on n'a pas brisé nos enfants pour autant. C'est un beau mot de la fin, ça. Oui, chapitre 7. On ne les a pas brisés. Merci, mesdames. Merci.